BFM Business, l'heure H, la question du jour. Patrick Artus, merci encore d'être avec nous, membre du Cercle des économistes, bien sûr, chef économique et membre du comité exécutif de Natixis. Vous publiez 40 ans d'austérité, comment en sortir chez Odile Jacob. Et Patrick, surtout, on vous suit notamment sur vos comptes Twitter et on voit bien que ça fait partie, en tout cas, de vos interrogations sur faut-il augmenter les salaires, est-ce possible et quelles en sont les conséquences. Peut-être d'abord une question sur le chômage partiel. Patrick, est-ce que vous estimez qu'on doit sortir un peu, enfin, pas sortir en tous les cas, on doit peut-être revoir les modalités du chômage partiel. Ça sera à partir du 1er juin, si l'on en croit Muriel Pénicaud. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y en a une qui est acquise, il me semble, c'est qu'une toute petite partie du coût du chômage partiel sera mise à la charge de l'employeur. Ça, c'est pour éviter que ce soit une assurance totalement gratuite. Vous savez d'ailleurs que la plupart des économistes détestent les assurances gratuites parce que ça crée des effets pervers. Donc il me paraît parfaitement légitime. Et je crois que le Conseil d'analyse économique, d'ailleurs, a publié un travail qui va tout à fait dans ce sens, qu'on ait une petite partie, on parle de 10% de la charge qui revienne à l'employeur. Et puis je crois qu'il faut se poser une question aussi plus importante dans le plus long terme, qui est beaucoup de salariés, après cette crise, vont devoir changer d'activité et de secteur. Il y a des secteurs qui vont mal. On les connaît tous, vous parliez de l'automobile, il y a le transport aérien, il y a sans doute l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'aéronautique. Et puis il y a des secteurs qui vont aller bien, vous parliez aussi, tout ce qui est numérique, la santé. Et donc il va y avoir des transferts d'emplois. Et alors peut-être on pourrait associer le chômage partiel à de la formation. C'est une idée qui commence à circuler, qui me paraît excellente, en disant qu'il va vraiment falloir réfléchir à basculer des centaines de milliers de salariés des secteurs qui vont mal vers les secteurs qui vont bien. Il faut maintenir leur rémunération pendant ce process et il faut les aider. Donc on peut sans doute avoir une utilisation intelligente du chômage partiel. Et juste ce que disait Emmanuel Macron hier dans le documentaire qui a été proposé par BFM TV avant-hier soir, il disait mais on a quasiment nationalisé le travail aujourd'hui en France parce que vous avez la majeure partie des salariés qui sont aujourd'hui payés par l'État. Quels qu'en soient les différences entre les fonctionnaires, les retraités et puis ceux qui sont au chômage partiel. Oui, bien sûr, mais bon, d'abord c'est pour 2 mois. Alors, le chômage partiel va continuer, évidemment, surtout dans les secteurs qui souffrent. Mais c'est un choix de politique économique que tout le monde a soutenu. Pendant le confinement, l'État, les États, parce que la France est un cas particulier de cette règle générale, les États ont pris à leur charge la totalité de la perte de revenus, ou la quasi-totalité. Alors, pas la totalité en France. Vous avez vu les travaux de l'OFCE qui nous disent que l'État n'a pris à peu près à sa charge que 70% de la perte de revenus. Mais il y a des pays où l'État a pris 100% à sa charge de la perte de revenus. Alors, bien sûr, ça ne peut se faire que sur une période de temps courte. Ça révèle quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, les États sont l'assureur en dernier ressort de nos sociétés. Oui. Je veux dire, quand il y a une chute de PIB comme ça, seul l'État peut finalement avoir la crédibilité qui lui permet de s'endetter quand ça va très mal, en remboursant plus tard quand ça ira mieux. Les entreprises ne peuvent pas faire ça, les personnes, les individus ne peuvent pas faire ça. Oui, bien sûr, on a fait ça. Et du coup, c'est un arbitrage. L'arbitrage, c'est qu'en sortie de crise, on va avoir des entreprises qui vont être très endettées, mais on aura beaucoup moins de faillites. Il y aura des faillites, évidemment. On peut estimer peut-être à 40% la hausse du nombre de faillites. Mais ça aurait été incroyablement pire si l'État n'avait pas fait ça. Mais le prix à payer, et c'est une nouvelle réflexion qui doit s'ouvrir aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup d'entreprises vont s'être beaucoup endettées pendant ces quelques mois. Ouais. Et qu'une entreprise très endettée, ça n'a pas naturellement envie d'investir ou d'embaucher. Par exemple, ça repose une autre question qu'il va falloir traiter très vite, qui est la question des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail bien cet sûr. été. Oui. On voit bien déjà concrètement, ils sont incapables déjà de trouver un stage. Le stage souvent qui ouvre des portes, notamment pour la formation. Tout petit point avant d'aller sur la question de l'austérité salariale, est-ce qu'on peut y remédier ou pas? Est-ce que, voilà ce qu'on a dit sur le chômage, mais on peut le dire aussi sur d'autres secteurs, est-ce que c'est un peu la fin de la pensée économique libérale, Patrick Artus, vous l'économiste? Écoutez, je crois que cette crise accélère des tendances qui étaient déjà présentes. Dans l'économie, elle accélère le passage au numérique. On fait plus de télétravail, on consomme davantage en ligne, on utilise beaucoup plus tous les médias numériques.
Oui, mais par rapport au libéralisme, on va robotiser beaucoup plus dans les entreprises, hein, comme c'est un point que vous avez souvent évoqué sur votre antenne, hein, comme les nouvelles réglementations sanitaires augmentent les coûts, la réaction des entreprises va être de robotiser, d'automatiser. Donc on accélère la transition vers le numérique. Ce qui d'ailleurs va créer le problème de transition des emplois dont je parlais avant. Oui, d'accord. Juste Patrick, c'est par rapport au fait que la pensée libérale, vous voyez, oui, bien sûr. Oui. Et c'est la même chose. Finalement, on avait cette réflexion qui était commencée bien avant cette crise sur le capitalisme néolibéral. Oui. La critique du capitalisme néolibéral, elle ne date pas de la crise. La réflexion sur le partage des revenus, la réflexion sur l'environnement, la réflexion sur les délocalisations. Et bon, la crise, c'est bizarre, parce que si vous voulez, en réalité, cette crise n'a aucun rapport avec le capitalisme néolibéral. Alors, il faut vraiment, c'est tiré par les cheveux, quoi. Simplement, ça provoque une réaction globale sur nos organisations. Et là-dedans, il y a la réflexion sur qu'est-ce qu'on a délocalisé, qu'on n'aurait peut-être pas dû délocaliser. Est-ce qu'on partage convenablement les revenus entre les salariés et les actionnaires? Est-ce qu'on s'occupe suffisamment de l'environnement? Donc ces réflexions, elles viennent à l'occasion de la crise, mais elles ne sont pas une cause directe de la crise, mais elles viennent, c'est absolument clair. D'accord, ok. Alors cette austérité salariale, parce que là, il y a tout un débat pour savoir, il y a même Esther Duflo qui est rentrée dans le débat pour savoir s'il fallait taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, s'il fallait réinstaurer l'ISF. Enfin, vous voyez, on voit un peu ressortir toutes les vieilles lunes parfois. Mais en tous les cas, il y a une question, savoir comment résoudre ces inégalités et est-ce qu'il faut augmenter les salaires. Je dirais, votre livre, il tombe à pic, hein, parce que c'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors, on va peut-être pas refaire, comme il nous reste 4 minutes, les 40 ans d'austérité salariale, mais c'est plus qu'est-ce qui est possible ou pas, Patrick Artus? D'abord, il faut regarder la situation bizarre de la France, et de l'Italie d'ailleurs, mais parlons de la France. Dans tout l'OCDE, il y a une déformation massive depuis 30 ans du partage des revenus au détriment des salariés. Si vous prenez l'ensemble de l'OCDE, les salaires n'ont augmenté que comme le tiers de la productivité. Et vous savez que normalement, les salaires devraient augmenter comme la productivité, hein. Donc, si on faisait cette émission aux États-Unis, Edwige, on n'aurait pas l'ombre d'un état d'âme, hein. On dirait qu'il faut massivement augmenter les bas salaires, puisqu'il y a eu un retard incroyable d'augmentation des salaires, et particulièrement des bas salaires aux États-Unis. Et pourquoi pas en France? Ce n'est pas vrai en France. Ce n'est pas vrai en France. En France, grosso modo, les salaires ont suivi la productivité. Donc si on a un problème de bas salaire, c'est évident qu'avec 1 200 € par mois au SMIC, surtout si on est seul avec des enfants, on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas lié à la déformation du partage des revenus. Donc le remède qu'on pourrait utiliser aux États-Unis, on ne peut pas l'utiliser en France. On ne va pas pouvoir monter de 20% le SMIC. Si on montait de 20% le SMIC, on détruirait des quantités d'emplois. C'est lié à quoi? Alors, il faut être plus intelligent. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens d'augmenter les bas salaires qui ne passent pas par une hausse des coûts des entreprises. Alors qu'aux États-Unis, on pourrait augmenter massivement le SMIC, puisque normalement pas, mais ce n'est pas le cas en France. Et donc, il faut réfléchir à la participation, à l'intéressement dans les TPE. Je fais une liste pour tout, hein. On n'a pas le temps de creuser toutes ces idées, mais c'est évidemment une piste. Il faut réfléchir à continuer à baisser les charges des entreprises sur les bas salaires, même si ça veut dire des charges négatives d'ailleurs, hein, pour qu'on puisse financer des hausses de SMIC, par exemple. Du côté de l'État, bien sûr, il faut considérer que les salaires des infirmières ou des enseignants, ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement public, hein. Il faut attirer des salariés de qualité, motivés dans cette profession. Voilà. Mais on est obligé de tourner autour, de trouver des astuces, parce que nous, en France, nous n'avons pas la marge de manœuvre qu'ont plein de pays de l'OCDE où on peut massivement augmenter les salaires. Chez nous, ça serait une très grave erreur de politique économique de le faire. Et puis, dernier point, ne faisons pas, pour des raisons idéologiques, des erreurs politiques économiques. Je veux dire, la taxation du revenu du capital avant les réformes d'Emmanuel Macron, ça consistait à prendre à tout Français qui achetait une action 80 ou 90% des dividendes qu'il recevait. Donc évidemment, ça n'a pas de sens de revenir à cette situation. Et donc il faut absolument dire qu'on va conserver une fiscalité qui est devenue à peu près normale et qui n'est pas une fiscalité qui est totalement décourageante pour les gens qui veulent financer les entreprises. Oui, d'accord. Juste, donc, vous, par rapport à ce débat, vous considérez qu'il est totalement, pas illusoire, mais enfin, il ne servirait à rien, quoi. Mais, si vous voulez, il faut poser le vrai débat. On a en France un problème d'inégalité de revenus avant les politiques redistributives. Avant redistribution, nous sommes un pays très inégalitaire. Pourquoi? Parce que nous avons un taux d'emploi très faible. Il n'y a pas assez de Français qui ont un travail normal, je dirais, à temps plein, avec un salaire décent.
Et après, à cause de ça, on met d'énormes politiques redistributives par la fiscalité, les transferts sociaux, etc. Ces énormes politiques redistributives, elles nous donnent la fiscalité sur les entreprises la plus élevée que l'OCDE, et ceci détruit l'emploi. Donc on est dans un cercle vicieux terrible, où comme on n'a pas beaucoup d'emplois, on a des inégalités, on redistribue, on taxe pour redistribuer, et ça détruit l'emploi, donc ça aggrave les inégalités. On est plus dans une spirale infernale. Voilà, on est dans un cercle vicieux, une spirale infernale. Mais merci beaucoup Patrick Artus, comme toujours assez clair. Donc 40 ans d'austérité chez Odile Jacob, petit livre, mais qui pose bien les différentes questions qui sont un peu sur la table en ce moment. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt, et puis bien sûr membre du Cercle des économistes. Dans un instant, on change complètement de registre. Là, c'est bientôt le pont de l'Ascension. Vous allez peut-être faire du sport. Lui, il aimerait bien que vous en fassiez dans ces salles de sport. C'est Arthur Benzakem, qui est le patron de Ken Group, qui est notre invité d'ici, 2 minutes, 3 minutes. À tout de suite.